J'avais l'idée, parce que nous avons la mémoire courte les uns et les autres, et ça tombe à point nommé qu'on donnerait d'abord la parole à Nathalie Simoneau, qui fait des recherches très importantes sur Herman et Jouve, sur le parvis et du reste sa thèse a porté. Elle a accepté déjà l'an dernier de fouiller dans sa mémoire et ses archives pour nous présenter l'un des projets parmi qui rentre peut-être le plus en rapport avec les réflexions d'aujourd'hui, celui d'un parvis planté, n'est-ce pas, qu'avait imaginé Herman et Jouve dans les années 1970. Alors, je crois que vous avez, je sais plus, deux ou trois diapositives que vous allez peut-être présenter, et ensuite on rebondira sur tout ce qui a été dit ce matin, et la parole sera donnée aux uns et aux autres, si vous le voulez bien. Nathalie, c'est à toi. Merci Jean-François, merci Stéphanie pour votre invitation. En effet, j'avais présenté ce projet l'année dernière, donc je vais vraiment revenir très rapidement dessus au travers de deux images, en fait, deux moments du projet. À la fin des années 60, le ministère des Affaires culturelles avait lancé un programme de réaménagement du parvis de Notre-Dame qui était à l'époque encombré par des voitures, comme beaucoup de centre-ville à l'époque. Et il fallait donc redonner une certaine notoriété et visibilité à cette place publique. Donc, c'est effectivement l'équipe composée d'André Herman, architecte, et Jean-Pierre Jouve, architecte en chef des monuments historiques, qui a obtenu donc cette commande. Et pendant quelque temps, il y a eu des hésitations sur le choix de faire un parvis planté, un parvis végétal ou un parvis minéral. Donc là, on a une image, une vue de l'ensemble du site qui englobe aussi l'arrière de la cathédrale, qui montre la proposition des architectes. Donc on le voit bien, une partie du parvis est plantée avec des arbres. Il y a des gradins aussi qui sont prévus, hein, parce que l'idée aussi, c'est de rendre cet espace au public. Et puis, en fait, ce parvis végétal était censé reprendre l'implantation des bâtiments qui étaient là auparavant jusqu'au 19e siècle. Et notamment, laisser ici au milieu le tracé de la rue Neuve-Notre-Dame, de l'ancienne rue Neuve-Notre-Dame, pour permettre la perspective sur la cathédrale. Et puis, en fait, la commission des monuments historiques s'est opposée à ce projet, disant que les arbres risqueraient de gêner la vue sur la cathédrale. Ce projet était ambitieux puisqu'il prévoyait en outre aussi la suppression du pont au double, qui est ici, en faveur de l'aménagement de terrasses tout au long de la Seine, terrasses piétonnes bien entendu, et aussi d'embarcadères pour accéder à la Seine. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le projet s'accompagne de la création d'un théâtre de verdure au chevet de la cathédrale, là aussi très végétalisé. Donc, vous le voyez, entre le parvis, le flanc sud de la cathédrale et le chevet de la cathédrale, on a comme ça toute une série de plantations qui forment un ensemble cohérent. Et finalement, donc, face à ce refus de la Commission des monuments historiques, les architectes ont fait une autre proposition qui est celle d'un parvis forum complètement différent, là où on a uniquement des plantations ici au sud de l'Hôtel Dieu. Mais c'est un parvis forum, donc on le voit bien ici, hein, un espace à la fois commercial et muséal, puisqu'il s'agissait aussi de mettre en valeur les vestiges de la crypte archéologique. Avec des nouvelles fouilles qui avaient été entreprises et qui avaient permis de mettre au jour de nouveaux vestiges archéologiques. Donc, un parvis patio et qui progressivement, enfin avec l'idée aussi que ce soit un parvis creusé en profondeur pour permettre aussi l'accès justement côté, là on ne le voit pas, mais côté Seine à des embarcadères. Bon, vous connaissez le parvis tel qu'il existe aujourd'hui. Ce projet a été très diminué et très réduit dans ses ambitions puisque finalement Herman et Jouve ont réalisé une simple dalle de couverture de
du parvis avec l'aménagement de la crypte archéologique qui est située juste en dessous. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien que quand François Hollande avait proposé cette mission Île de la Cité en 2015 et avait proposé à Philippe Bellaval, qui était président du Centre des Monuments Nationaux, et à l'architecte Dominique Perrault de réfléchir à un nouvel aménagement du parvis, on retrouve dans la proposition de Perrault et Bellaval cette idée d'un forum creusé, enfin d'un parvis forum avec un ensemble de boutiques et surtout d'un creusement du parvis pour accéder, alors je n'ai pas amené l'image, mais pour accéder justement là le long des rives de la Seine. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce projet qui ambitieux, mais très contraint par un ensemble de refus, en fait, d'aménager un parvis de ce type-là. Merci Nathalie de peut-être prêter à ce jeu. Tu as vraiment d'une manière tout à fait synthétique rassemblé les billes alors que tu avais eu plus de temps, bien sûr, en juin dernier sur cette question. Voilà, alors c'est le moment en effet comment dirais-je, de la table ronde qui n'est pas simplement nécessairement une prise de parole les uns à la suite des autres, ça peut être au contraire des tirs croisés. J'attends également que les internautes puissent, le cas échéant, se manifester, que dans la salle des questions se posent. Et je dirais, nous avons vu vraiment, je crois, la sélection, je crois, je ne sais pas si, je vois à titre personnel, elle m'a beaucoup intéressé ensemble, on est passé de la Sagrada Familia à Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. On a vu la cathédrale, la place de la cathédrale de Murcie. On a vu Einsiedeln, des situations extrêmement contrastées dans lesquelles les mots de Daniel Hervé Légieux, évidemment, entrent en résonance, parce qu'on a vu vraiment des manières, qu'il s'agisse de sites plus ou moins urbains, de métropoles. C'est vrai que ce n'est pas une métropole, Einsiedeln, on est bien d'accord, mais enfin, c'est un site, un haut lieu, n'est-ce pas, du tourisme international, bien sûr, et de pèlerinage. Donc, c'est un lieu qui compte aussi. On a vu des parvis plantés, on a vu des parvis minéraux, on a vu des parvis à trous même, on a vu des parvis en pente, on a vu, voilà. Ensuite, avec des usages, véritablement, je crois que les cheveux sont dressés sur la tête de certaines personnes du public, j'ai bien vu, au moment où on a vu les transats devant la cathédrale de Bruxelles, comme si, enfin, on a du mal à imaginer transposer, je ne sais pas, notre Caviezel, ce que vous en pensez, si on pourrait mettre comme ça des transats devant Einsiedeln, là-bas, sur ces pentes, enfin, c'est trop en pente, je pense. Voilà. Donc, je crois que sur ces questions, je ne voudrais pas occuper inutilement le champ sonore et je voudrais bien peut-être poser sur cette question, donc, quid, ça, bon, on pourrait presque poser la question, au fond, quelle est la situation qui vous paraît la plus satisfaisante sur quel exemple établir des sources d'inspiration pour le parvis du futur? Je n'ai pas parlé de celui de Paris, bien sûr, vous avez bien compris, c'est tout à fait hors sujet. Voilà. Est-ce que Richard, par exemple, voudrait dire quelques mots sur cette... je commence par Richard, parce que c'est notre ami étranger, voilà. Non, c'est gentil, mais en fait, non, ça fonctionne, okay. Je crois, oui. Non, comme historien, je n'ai pas vraiment un parti pris envers les projets, les possibilités pour un parvis différent, nouveau, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que je crois que ce serait un problème, une erreur de refaire les abords de la cathédrale seulement avec un œil envers le tourisme de masse. Je crois qu'on a déjà fait des erreurs dans les années 50-60 autour de la voiture, l'automobile, et je crois qu'on est peut-être en danger de faire la même chose maintenant avec cet complexe d'édifices. Je crois que aussi, on a parlé de l'île des musées à Berlin, comme par exemple, comme parallèle avec l'île de la Cité. Mais c'est très différent, en fait, parce que l'île à Berlin, c'est un complexe des musées. Ce n'est pas un hôtel-dieu
pas un palais de justice, etc. Et donc, les projets de David Chipperfield à Berlin n'ont pas changé le but et le sens des bâtiments. Et donc, c'est plutôt avec inquiétude qu'avec espoir, en fait, que je regarde la possibilité des changements au centre de Paris. Merci d'évoquer ce rapprochement, l'île des musées, puisque justement, on en parlait du reste la fois dernière et on avait bien compris que ce nouveau cadrage, n'est-ce pas, sur la cathédrale de Berlin que suscite la reconstruction du château de Frédéric II. C'est quelque chose qui avait été évoqué. Est-ce que Jean-Michel, tu voudrais, sur ces premiers propos, réagir? Il me semble que, puisqu'on parle d'architecture, donc projet d'architecture, pour qu'il y ait un projet, c'est une réponse à un problème qui est clairement posé. Et il me semble que les données du problème ne le sont pas encore suffisamment. En tout cas, elles ne sont pas, me semble-t-il, suffisamment unanimes. Par exemple, le mot sécularisation. Moi, je mettrais ça avec un point d'interrogation. Je ne suis pas certain, dans l'état actuel des choses, que l'on est véritablement dans une époque de sécularisation. Surtout à Notre-Dame, on est plutôt dans un contexte où le religieux se mondialise, s'organise de façon mondiale, et les grands édifices comme Notre-Dame ou encore Saint-Denis se trouvaient avant l'incendie, de plus en plus utilisés culturellement qu'avant. Quand on voit la liste de ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est tout à fait étonnant. Donc, pourquoi? Parce que, justement, à cause de la mondialisation, à cause de ce développement du tourisme de masse. Alors, pour moi, la première question, c'est de savoir si le tourisme de masse va durer longtemps. Est-ce que les avions vont continuer de circuler? Est-ce que les gens vont continuer de voyager? Pour moi, ce n'est pas évident et c'est une inconnue dans notre équation. Le deuxième problème, c'est l'appréciation de la relation de cette fonctionnalité mixte entre le civil et le religieux. Le projet Perrault-Bellaval prévoyait l'installation d'un musée de la laïcité en sous-sol. Bon. Je trouve que c'est un peu la démarche que le conseil municipal de Paris avait conduit à la fin de la Troisième République en baptisant une rue Chevalier de la Barre devant le Sacré-Cœur de Montmartre. C'est l'expression d'une démarche qui n'est pas vraiment dans l'ordre de la concorde. En fait, la fonctionnalité mixte, ça a duré jusqu'au milieu du Second Empire. Il y a eu du civil, du religieux, du judiciaire, de l'hospitalier, et c'est à partir du Second Empire que le Parvis s'est désertifié. Je pense que c'est ça qu'on pourrait démontrer. Et il s'est repeuplé à partir des années 1960. Il y a eu un siècle complet de désertification. Et avant l'incendie, on avait donc un retour au public. Qu'est-ce que c'était que ce public? Alors, les uns disent que c'est des touristes visiteurs, les autres disent que c'était des fidèles ou des catéchumènes, hein, c'est la démarche actuelle qui est envisagée pour le réaménagement intérieur de Notre-Dame. Enfin, toujours est-il que le monde visitant Notre-Dame à des fins diverses et d'autre part le développement aussi des offices, en particulier en plein air, ont conduit nécessairement à une utilisation nouvelle du parvis, qui n'était pas celle du XIXe siècle. Si ce public revient d'une manière ou d'une autre, il faudra en tenir compte, parce qu'il y aura à nouveau cette question de savoir comment utiliser le parvis compte tenu d'une densité importante de visiteurs. Donc, ceci me paraît complètement incompatible avec l'aménagement végétal
du parvis. Ce que nous avons vu à Sainte-Gudule a ceci de consternant qu'on se croirait à Paris. Et c'est ce qui risquerait de se produire. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes véritablement, à Paris, les champions dans l'incapacité d'entretenir des pelouses. On peut les voir, il n'y en a pas une qui soit bien entretenue et qui ne soit pas sale. Donc je ne crois pas du tout à l'espace vert, sous quelque forme que ce soit, y compris des arbres. Je pense qu'en matière d'arbres, la seule réussite dont les monuments historiques peuvent se targuer, ce sont les arbres du Palais Royal. Il a fallu une très très longue réflexion à la Commission des monuments historiques, j'y étais, pour choisir des tilleuls dont on avait la garantie qu'ils ne grandiraient jamais. Donc, finalement, ils ont tenu la promesse de leurs fleurs, si je puis dire, mais les tilleuls n'ont pas grandi. Bon, et d'autre part, donc ça c'est une première question, ça fait partie du programme, il faut quand même le calibrer clairement avant de dire c'est la solution espagnole ou la solution Berlin qui me plaît. Et deuxième question, c'est le problème de ce qu'il faut appeler le musée de l'œuvre. Alors, le musée de l'œuvre n'est assez mal vu, d'après ce qu'on m'a expliqué, au ministère de la Culture qui n'en voudrait pas. Il faut dire qu'il ne sait pas ce que c'est puisqu'il n'en a jamais fait. Mais un musée de l'œuvre me paraît indispensable. D'autre part, parce qu'il y a des quantités d'œuvres vagabondes qui ont besoin d'être présentées, et d'autre part, parce que le chantier produit de plus en plus, on l'a bien vu par la presse, de plus en plus d'éléments susceptibles d'être exposés au public. Le deuxième intérêt du musée de l'œuvre, c'est de conduire une certaine partie du public à ne pas se rendre à la cathédrale, mais à utiliser ses précieuses devises, à acheter un billet pour voir le musée de l'œuvre. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'enjeu. Dans ces conditions, il me paraît inéluctable. Voilà. Si tu veux, c'est prêt, mais moi, je veux vraiment suivre la conversation, c'est passionnant. Là. Donc, si tu veux, sers-toi à manger ou alors tu m'attends. Merci de me faire un écho, mais je vous du mal. Ok, tant pis, vas-y. Alors, donc, dans ces conditions, il me paraît nécessaire… Jusqu'à 1 heure. Tu peux fermer, par contre. La construction d'un bâtiment. Je l'avais dit la dernière fois, mais j'y reviens. Et ce bâtiment doit pouvoir mieux dessiner cet espace qui est devant Notre-Dame qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que l'espace est en fait mal dessiné. Les deux constructions du 19e siècle le dessinent mal, et les travaux qui ont été conduits à partir des années 70, notamment la crypte archéologique et le parking, ont plutôt rendu encore plus difforme cet espace. Moi, je déplacerai le monument de Charlemagne, je le mettrai ailleurs, je construirai à cet endroit, et en équerre, je construirai devant la préfecture de police, ci-devant caserne des Sans-Gardes, de façon à clore parfaitement l'espace et à pouvoir offrir au public un lieu de visite, cette fois parfaitement laïque, qui est le musée de l'œuvre. Merci de cette profession de foi qui est démontrée. Au fond, tu optes pour la reconstruction de l'Hôtel-Dieu, en somme, peut-être sur l'emplacement où, en effet, on peut construire sur cette place qui serait donc minérale et donc réorganisée de cette manière. Est-ce que, Simon, tu souhaiterais peut-être ajouter quelque chose, apporter ta pierre, si je puis dire, à cette construction intellectuelle? Ma banche de béton, peut-être. Non, mais pour revenir au dessin d'André Herman et de Jean-Pierre Jouve, tout ça nous ramène à la question de la culture de l'espace public qui a été évoquée, qui a été partagée. On voit bien qu'il y a en effet des modèles. Et si on revient au contexte de création de ce parvis dans les années 60, c'est un moment où d'ailleurs, le parcours d'André Herman le montre très bien. Herman n'incarne pas une école de l'espace public, tout simplement parce qu'à cette époque-là, il n'y en a pas.
Et il n'y a pas de réflexion réelle sur l'espace public en France à cette époque-là. Et on a vu tout à l'heure à Barcelone, très, très furtivement, le projet de Josely, qui essaye de reprendre la trame de Cerda. Et me venait à l'esprit cette question, est-ce que l'espace public, enfin, est-ce que l'école française d'urbanisme a réellement apporté quelque chose à la réflexion sur les parvis de cathédrale? Puisque l'école française d'urbanisme, je pense, fait partie des sources d'inspiration qui peuvent encore nourrir aujourd'hui les maîtres d'œuvre. En tout cas, elle fait partie d'un mouvement qui a insufflé une vraie réflexion sur le rapport entre l'espace, le monument, la circulation, l'espace vert, et les jardins. Et au fond, paradoxalement, je crois que cette école française n'a quasiment pas eu à travailler sur les cathédrales. Et d'une manière assez curieuse, on voit que l'héritage de l'espace public en France et à Paris, a fortiori, est tellement lourd, tellement présent, et tellement presque pesant, voire étouffant, que le XXe siècle n'a jamais formulé réellement de pensée sur ces abords de monuments, qu'il s'agissait plutôt de gérer en termes circulatoires. Voilà. Et puis, pour le cas parisien, en fait, Paris n'a jamais été une priorité, en fait, pour la France au XXe siècle, tout simplement parce que la priorité était ailleurs. En tout cas, dans le rapport monument-espace public, il a fallu rebâtir, après la Première Guerre mondiale, les parvis de Reims et d'autres, les grands places d'Arras. Donc, on n'a pas réfléchi sur cette question. On n'a pas réfléchi après 1945, puisqu'il fallait reconstruire les villes bombardées. De ce point de vue-là, Paris a tardé à devenir une sorte de laboratoire de l'espace public, alors que c'est quand même une ville laboratoire à bien des égards. Et au fond, pour revenir à Barcelone, il y a ce fameux numéro de Paris Projet que l'Atelier parisien d'urbanisme a publié au début des années 90, qui est vraiment la signature à la fois d'une importation qui assume l'importation du modèle barcelonais, qui montre quand même qu'une nouvelle génération, les Bruno Fortier, Michel Cantal-Dupart, ici présent, et quelques autres, Bernard Huette, bien sûr, Michel Courajou, qui a fait quand même l'une des plus belles interventions à Bordeaux sur un espace public dans une perspective monumentale. Toute cette école française tardive, peut-être cette seconde école française, qui finalement a enjambé une génération. Il n'y a pas eu l'école des années 60, qui a été plutôt l'école fonctionnaliste et qui n'a pas réellement livré de travail réflexif sur le rapport au monument. On s'occupait davantage de faire des dalles, ce qui n'était pas si mal, mais on a réfléchi en termes plutôt prospectifs, aménagement de grande échelle, zonage, mais ce rapport des cœurs de ville, qui pourtant d'ailleurs a été, il faut le rappeler, a quand même été un des thèmes des SIAM, je crois que c'est en 1953, sur les cœurs de ville. Donc l'école fin 20e, et je repense vraiment à ce numéro de Paris Projet qui est tout à fait symptomatique et aujourd'hui déjà presque un document historique, parce qu'il montre comment, au fond, Paris manquait de modèles, manquait de modèles internes, endogènes, et est allé les chercher ailleurs. Et c'est peut-être là qu'aujourd'hui, l'inquiétude, l'indécision, les incertitudes que l'on peut avoir sur l'aménagement du parvis trouvent leur source. Parce qu'au fond, on aimerait avoir un atlas des parvis de cathédrales en France. Ça serait bien, ça. On est en train de constituer. C'est vrai ? Très bien. Merci. Alors, il faut le publier et montrer les strates, combien de concours, combien de propositions. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est bien notre vœu. Je vois que Jean-Michel voulait ajouter. Juste une seule petite remarque en insiste. On pourrait ajouter dans cette discussion tout de même, parce qu'il a eu beaucoup d'importance et que l'édifice aussi est très important, c'est l'aménagement de la surface, la partie supérieure des halles, qui a été partiellement conçu comme un parvis tout de même. Donc il n'y a pas eu peut-être de théorie, mais il y a eu quelques applications pratiques. Pour une fois, on n'a pas fait de théorie, on a fait du cas avec Amiens et Reims de façon polémique, mais à l'évidence,
Saint-Eustache doit être considéré comme un parvis. On a fait un parvis à Saint-Eustache dont elle ne s'était jamais douté. C'est incroyable ce qui s'est passé là. Et dans le même ordre d'idée, de quoi est-ce qu'on peut se préoccuper en France? Il y a bien des défis qu'on a souhaité mettre en valeur d'une manière qui paraîtra, du point de vue du traitement de l'espace public, quelque chose qui est à la fois très remarquable, mais qui n'est pas très tendre. Je pense au creusement des douves devant la colonnade du Louvre. C'était ces mêmes années-là. Je demande de Malraux. C'était à la demande, oui, c'était la demande de Malraux. Est-ce que c'est Nathalie ou qui peut-être on pourrait, je vois que Benjamin, et nous avons les moyens de te projeter, je crois, à l'écran, tout à fait. Voilà. Benjamin Mouton, architecte en chef des monuments historiques, je précise pour les internautes, qui était en charge de la cathédrale de Paris jusqu'en 2013. Je voulais citer un exemple qui est le cas de Saint-Denis. Devant la basilique, il y a une grande place urbaine qui n'est pas à proprement parler une place dessinée comme les places urbaines ont été dessinées ensuite au XVIIe, XVIIIe siècle, que Beaufrand avait esquissé devant Notre-Dame sans pouvoir aller jusqu'au bout. Donc il y a cette question-là de parvis ou place urbaine qui, à mon avis, mérite d'être distinguée. Je ne sais pas si on peut prêter la même définition à l'un et à l'autre. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est qu'il y avait au nord de la basilique Saint-Denis le cimetière laïque, qui ensuite a été, comme on sait, vandalisé à la Révolution, puis ensuite traversé en deux par la grande rue de Strasbourg, qui était en diagonale, et qui a créé là, même après que l'ensemble ait été reconstruit au nord de cet espace, qui était un espace complètement vacant et libre. Et donc, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet espace-là? Je me souviens très, très bien qu'il y avait même eu, par mon prédécesseur Jacques Lavedan, des dispositions de protection de la basilique avec des grilles qui étaient prévues à 2 mètres de la basilique pour éviter le vandalisme qui pouvait arriver sur l'édifice, tags, etc., etc. La solution qui a été adoptée, c'est de reconstituer en quelque sorte le cimetière et de faire, selon des exemples connus, un cimetière arboré et de retrouver en quelque sorte les limites de ce cimetière dans l'espace urbain, à tel point que même au nord de ce jardin, la question a été, est-ce qu'on reconstitue la rue telle qu'elle était au Moyen-Âge ou est-ce qu'on l'élargit parce qu'évidemment la ville avait évolué. Et grâce à la décision de Patrick Barrauzec, qui était maire à l'époque, c'est la rue médiévale qui a été reconstituée. Donc on a pu reconstituer complètement le jardin à cet endroit-là. La question qui s'est posée, c'est un jardin en cœur de ville, qu'est-ce que c'est? C'est soit un square, et encore un square et un espace vert un petit peu clôturé, ou bien c'est un espace vert complètement ouvert, avec les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, les plus impossibles à entretenir, et autres confusions, ou bien est-ce que c'est un espace, un jardin, et à ce moment-là, un jardin est fermé. C'est la solution qui a été adoptée. Le jardin a eu énormément de succès. Il est fermé par des grilles, ce qui est tout à fait accepté dans le contexte de la ville, et distingue bien ce que c'est qu'un espace vert de type jardin qui normalement doit être fermé, et un espace vert ouvert dans la ville. Mais à ce moment-là, se pose la question, mais quelle écriture et quelle construction architecturale on adopte, je veux dire plantation, on adopte pour un jardin, un espace vert ouvert dans une ville. Et je pense que tout ça, ça mérite, alors on a parlé tout à l'heure de la place urbaine, et le parvis, ça mérite aussi définition. Est-ce qu'on veut mettre devant Notre-Dame un jardin? À ce moment-là, il faut le fermer. Ou est-ce qu'on veut mettre autre chose? Et puis se pose enfin la question. Je reprends ce que vient de dire Jean-Michel Legnaud en disant mais le parvis actuel n'a jamais été dessiné. C'est un espace de hasard, c'est un espace issu de démolition, mais il n'y a jamais eu de projet urbain ou architectural qui ait produit cet espace-là. C'est un espace non construit qui est resté vacant. Et je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est bien de lui donner de l'échelle et essayer de lui redonner quelque chose qui ressemble à ce qu'on cherche, c'est-à-dire reconstituer un espace de parvis devant Notre-Dame.
Merci Benjamin de cette intervention. C'est vrai que cherchant dans nos esprits, est-ce que vraiment il y a des plans de l'état des lieux de l'île de la Cité avec la place du Parvis telle qu'elle est, mais est-ce que je ne vois pas un projet effectivement de Parvis n'existe pas en tant que tel. Michel Cantal-Dupart a demandé la parole ici dans le fond, si vous voulez bien donner le micro à Madame. Ah, excusez-moi, Fernando juste après alors. Excusez-moi. Bon, oui, enfin, dans tout ce débat, il faut savoir d'où on vient et ce qu'on porte. On regarde le monument principal qui est la cathédrale et après on regarde l'évolution historique qui s'est passée autour. Je veux simplement rappeler 3 choses. Celui qui va intéresser le monde entier, mais particulièrement la France aux cathédrales, c'est Victor Hugo. Au moment où il s'y intéresse, la cathédrale Notre-Dame de Paris est en ruine, mais toute la ville est autour. Le premier événement, alors il écrit son roman, bon, voilà, formidable à lire, et surtout quand il fait une théorie sur l'architecture qui, enfin l'écriture qui tue, le livre qui tue l'architecture. Bref, on ne va pas rentrer là-dessus, mais ce qui va se passer, c'est il y a le choléra, simultanément, c'est vrai. Et le préférant buteau, le cœur du choléra, c'est autour de l'hôtel de ville, autour de Notre-Dame de Paris. Donc, il va aérer, il dit qu'il faut aérer, il faut faire passer toutes les voies à 8 mètres. Ça veut dire que le centre historique de Paris va pour partie disparaître, ou des moitiés de rues vont disparaître. C'est important de le savoir. Troisièmement, eh bien, arrive Haussmann qui reprend Rambuteau et qui, lui, nettoie Paris et nettoie le parvis de Notre-Dame pour qu'on voit cette cathédrale plein ciel, alors qu'aucun maître d'œuvre n'avait prévu ça. Et là, ça va être repris par l'ensemble des cathédrales en France. Toutes vont nettoyer ces quartiers historiques. Nous, on travaille, enfin moi je travaille sur Chartres. Un coup de chance, on a gardé 2 maisons canoniales, c'est-à-dire qu'on en a fait un espace borgne qui est intéressant parce qu'il montre ce qu'était la ville. La solution, c'est le système, la restitution du système urbain contemporain, bien sûr, par rapport à ces bâtiments. Autrefois, c'était un chapitre qui dirigeait tout, avec une école. Les écoles ont disparu, mais il y en avait une très célèbre à Paris. C'était un hôpital, l'Hôtel-Dieu, qui était contigu, qui participait de la continuité de la cathédrale. On se soignait comme on pouvait, en espérant un miracle pour la plupart, et un lieu d'attractivité avec des pèlerinages qui venaient, grâce aux écoles, grâce aux soins, grâce à plein de choses, se retrouver face aux cathédrales. Aujourd'hui, on en a fait des monuments, des espèces de monuments isolés, avec ce qu'on voit à Notre-Dame de Paris, une queue de touristes absolument insensés sur le parvis qui attendent de rentrer au compte-gouttes. J'entends avant le Covid. Essaie de rentrer au compte-gouttes dans Notre-Dame et on a perdu. Alors, toute la recherche, effectivement, c'est est-ce qu'on fait un parvis pour faire, est-ce qu'on fait un labyrinthe pour faire masser les touristes qui attendent, ou est-ce qu'on fait un jardin pour qu'ils puissent se distraire? Je pense qu'on se trompera toujours. Si on a une réponse architecturale, il faut avoir une réponse urbaine et savoir ce que la préfecture, non pas le bâtiment avec ses bureaux, mais surtout les parkings qu'elle a toujours, ce sont les motards, qu'est-ce que ça a à faire là? Comment on restitue un chapitre? Comment on restitue une proximité et pas en faisant une cathédrale laïque, dit-on, à la place du merveilleux jardin de l'Hôtel-Dieu. Enfin bon, voilà, c'est des choses et personne ne réfléchit globalement à ça. C'est toujours des morceaux. Je vous remercie, mais voilà, je voulais vous dire ça, je le redirai un peu mieux
cet après-midi. Merci de cette intervention. Nous aurons la chance de réentendre Michel Cantal-Dupart cet après-midi, puisqu'il est l'un des maîtres d'œuvre du parvis de la cathédrale, enfin ce qu'on appelle le cloître de la cathédrale de Chartres. Et nous avons peut-être le plaisir d'entendre Fernando Manantabuenca, donc de Pamplune, je rappelle pour ceux qui prennent en cours de route. Architecte. Je voulais dire qu'on a eu l'opportunité de voir beaucoup d'exemples ce matin. Mais je voulais dire que dans le domaine de l'architecture, je crois qu'il n'y a pas de recette. Alors, on ne peut pas choisir quelqu'un des exemples et dire c'est ça qu'il faut faire. Parce que vraiment, il faut faire des jardins, il ne faut pas faire des jardins. Bon, je ne sais pas, il faut toujours avoir des bons architectes, des bons urbanistes capables d'analyser chaque cas, chaque problème spécifique et trouver une solution. Une solution que je crois on a toujours la prétention d'être objectif, disons, rationnel, à chercher la solution, capable de résoudre tous les problèmes, toutes les contraintes qui sont autour du problème posé. Mais bon, il y a toujours, il faut reconnaître qu'il y a toujours la culture de l'époque, les préoccupations sociales qui a une influence très grande dans la solution. Non? Si on pense d'un point de vue historique, non, le tissu urbain dans les villes du Moyen-Âge était dominé par la silhouette de la cathédrale parce que c'était, comme on a dit, la religion non, qui dominait tout et la vie de tous les gens était autour de la religion. Non? Et à Paris, par exemple, la silhouette de Notre-Dame qui dominait la scène urbaine à un certain moment, non, à la fin du 19e siècle, a été substituée comme image iconique par la Tour Eiffel. C'est un symbole de la révolution industrielle, de l'industrie du fer, de cette foi dans le progrès technique. Et à la fin du XXe siècle, on a le Centre Pompidou avec cette nouvelle religion de la culture. Non? Alors, un bâtiment comme le Centre Pompidou, avec un volume qui ne serait pas admissible pour un logement collectif, par exemple, c'est admissible dans ce cas-là parce que vraiment, c'est la manifestation symbolique de cette nouvelle religion de la culture. Mais ce que je veux dire, en retournant au problème des parvis, c'est que, bon, on a vu aussi beaucoup de l'influence de la mode que je disais, non? Et il y a eu, particulièrement, ça a commencé aussi en Italie, non? Cette question le nettoyage, non? On disait autour des cathédrales, non? Le sventramenti, non? Je ne sais pas comment on se traduit ça en français. L'éventrement en français. L'éventrement. Oui. On parle de percement ou de percée, mais pas d'éventrement en français. Curtage. Éviscération, curtage merci. Curtage, c'est très bien. Alors, on a nettoyé, voilà. Non, je pense que la position de Charles Dulce, je pense que à parler sur ça, Claudine, oui. C'était bien, non, parce que c'était réflexif et juste, je crois. Non? Il parlait de nettoyer des éléments qui étaient tout à fait adossés, non? Mais de respecter aussi l'échelle générale urbaine, parce que parfois on a fait des éventrements ou nettoyage trop exagéré, non? Comme le cas de la Via della Conciliazione et tout ça qu'on a déjà parlé. Et je voulais dire que vraiment le XXe siècle, la modernité n'a pas été capable de faire de beaux espaces urbains. L'architecture moderne était surtout, bon, son focus c'était le logement, non? Et on produisait bon, on passait à l'architecture comme des objets, non? Objets architecturaux isolés et qui étaient très bien, mais qui n'étaient pas capables, comme l'architecture ancienne, de faire de jolis. Merci de ce point de vue un peu pessimiste quand même, mais merci aussi d'élargir, n'est-ce pas, la conversation à d'autres parvis possibles, parce que tu restes maintenant montrer le parvis d'une certaine manière de Palazzo Pubblico de Sienne, qui est au fond la place de Piazza del Campo, non? Et puis on peut penser évidemment au parvis de Beaubourg, tu l'évoquais en filigrane. Je crois que, n'est-ce pas, et parce que parvis évidemment, parvis de l'hôtel de ville, enfin parvis, nous venions, j'avais prié du Tilleul dans cette
nous avions pensé, n'est-ce pas, à du tilleul, parce que du tilleul est spécialiste de parvis, après tout. Alors, c'est pas du parvis ferroviaire, mais enfin, malgré tout, donc la science du parvis est quelque chose qui, n'est-ce pas, est quelque chose. Est-ce qu'il y a peut-être une autre prise de parole? Est-ce qu'éventuellement, parmi les internautes, on pourrait peut-être prendre quelqu'un? Ou tu dis qu'il est déjà l'heure de. Ah oui, c'est ça. Si je peux Oui, compléter il y a encore, voilà, Simon Texier. Sur les gares, pour remettre ça en perspective, en effet, le problème des gares est celui de places impossibles. Les recherches l'ont montré. Donc, parce que les gares sont des édifices privés et que les compagnies privées, à l'époque, ne voulaient pas investir l'espace public, il n'y a pas de place de gare. Donc, ça c'est l'un, en tout cas à Paris, c'est l'un des points les plus saillants dans ce domaine-là, et l'édifice religieux est vraiment un cas différent. Et pour revenir sur la question du parvis, on notera que Louis Arèche fait le parvis donc, de Saint-Eustache, André Herman fait le parvis de Notre-Dame, Henri Bernard fait le parvis de l'Hôtel de Ville. Vous voyez que c'est quand même des générations d'architectes et de cultures qui aujourd'hui sont complètement quasi oubliés, et pourtant ce sont ces trois personnages qui auraient fait les espaces publics les plus, en tout cas les plus structurants et les plus importants de leur temps. Incontestablement, on se rappelle tous la place de Sienne devant le croisillon sud de Saint-Eustache. Jean-Michel, tu voulais dire encore une petite prise de parole là-bas, peut-être. Il ne faudrait pas oublier ce qu'est. Ah, pardon. Oui, on vous écoute. Oui, vous présenter peut-être. Oui. Voilà, ce serait agréable. Merci beaucoup. Bénédicte Dution, service régional de l'inventaire et du patrimoine de Normandie. Donc, juste sans entrer du tout dans les détails, mais venant de Rouen, je ne peux pas ne pas évoquer d'une part la cathédrale de Rouen, et puis aussi vient d'être cité le nom de Louis Arèche, et donc aussi du parvis de l'église Sainte-Jeanne d'Arc aménagée par Louis Arèche dans les années 70. Et juste, puisque le temps est compté, bon, pour la cathédrale de Rouen, hein, qui est quand même célèbre, disons, à travers son architecture, la manière dont elle a été représentée en peinture, etc. Bon, il y a eu aussi au XIXe siècle cette question de ménager un espace libre, hein, pour mettre en valeur la façade, mais plus récemment aussi, et je trouve que ça, c'est dans la continuité aussi des constats faits sur Sainte-Gudule à Bruxelles. Il y a eu aussi, puisque d'un point de vue foncier, il y a aussi plusieurs acteurs. Donc, outre l'État, il y a en fait la ville, et qui est devenue maintenant la métropole de Rouen, qui plus récemment, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Cœur de métropole, a aménagé des espaces végétalisés et la présence de ces transats en bois, et qui en fait ont beaucoup de succès. Je veux dire, effectivement, permettent aux gens de profiter de la vue sur la façade et de stationner. Il y a eu un peu antérieurement la ville qui, dans le cadre d'un projet global de restauration de la cathédrale inscrite au contrat de plan État-région, a recréé un jardin, le jardin d'Alban. Et puis, il y avait un espace aussi, alors là, sur un foncier privé, où avait été construit après-guerre le Palais des Congrès, qui en fait avait très mal vieilli, et dans les années 2000, il y a eu toute une réflexion. Donc, après autorisation de la démolition de ce Palais des Congrès, il y avait eu aussi lancement d'une consultation publique pour savoir en fait qu'est-ce que les habitants souhaitaient sur cet espace. Et là, ce qui s'était dessiné, c'était que les gens ne souhaitaient pas une reconstruction d'un bâtiment, mais plus aussi un aménagement paysager. Voilà, mais bon, en définitive, ce n'est pas ce qui a été fait. Il y a eu la construction d'un nouveau bâtiment dit l'espace Monet Cathédrale.
Alors évidemment, je dirais il y aurait beaucoup à dire et notamment il y a eu beaucoup de cette intervention. de polémiques, mais voilà, c'est un exemple aussi qui pourrait participer à l'atlas des parvis de cathédrales. Tout à fait. Je pense qu'il y aurait à dire. Je ne vous cache pas que nous avions vraiment pensé à Rouen parmi les cas de figure dans lesquels, parce que nous étions à Rouen avec les étudiants de la formation JHPP l'an dernier, et oui, vraiment très frais, et nous avions été très, très intéressés par ces aménagements que vous évoquez, et peut-être plus encore éberlués par le cas de Saint-Ouen, n'est-ce pas, dont le massif occidental se trouve dans des herbes folles, n'est-ce pas? C'était juin, il y avait des coquelicots, c'était d'où du reste ces images que j'ai fait circuler, n'est-ce pas, tout à fait, et qui sont très... Tu voulais... à mettre à distance, voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment un cas et je vous invite tout à fait. Alors, nous sommes hors délai. Tu veux dire, mais vraiment. Juste une petite chose. Je pense qu'à ce stade, il ne faudrait pas oublier la lecture de Camille Osit d'Ichtet-Beau, parce qu'il dit ceci qui est indispensable et qu'on oublie tout le temps. L'œil n'est pas immobile. Il intègre les données de médecins viennois qui étudient la réaction oculaire en fonction du déplacement de celui qui porte l'œil. Et quand Camille Osit dit, quand on entre sur une place, on n'est pas face à l'objectif, on avance soit frontalement, soit de manière oblique, et l'œil enregistre des données architecturales différenciées en fonction de l'emplacement où il se trouve. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable à noter. On est habitué en France à l'œil immobile à cause de l'organisation classique des places du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais en réalité, il faut penser aussi qu'il y a bien d'autres modèles et plus intéressants. C'est ce qu'on a appelé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe le pittoresque. Mais j'entends Horta me dire l'architecture n'a pas besoin de pittoresque. Merci de ce mot de la fin, extrêmement, parce que si tu n'avais pas le mot de la fin, je ne serais pas content. Merci de nous donner cet élément alors, non, tout à fait, mais Jean-Michel, nous sommes... et donc, je vous donne rendez-vous donc, tout à l'heure à 14h30 pour la reprise de nos travaux. Les intervenants ont tous reçu, je suppose, si ça n'est pas le cas, se signaler auprès de moi, un carton pour aller déjeuner au Bougainville. Voilà.